Prochaine communication. La prochaine communication sur les anomalies choroïdiennes dans la neurofibromatose de type 1 détectée par imagerie, présentée par M. Manassero, Cahuzac, Jabouri, Alonso et Robert. Bonjour à tous. Donc on ne peut pas tous venir présenter sur le plateau, mais je vais essayer de présenter donc, les anomalies choroïdiennes dans la neurofibromatose de type 1. Donc un petit rappel rapide sur la neurofibromatose de type 1. Elle a été décrite pour la première fois par von Recklinghausen en 1882. C'est une maladie génétique dominante autosomique, la plus fréquente avec une naissance sur 3000 environ. Et il y a plusieurs atteintes dont le système nerveux central, la peau, les os et les yeux. Le diagnostic est clinique depuis le consensus international de 1987. Et au niveau ophtalmologique, on retrouve plusieurs atteintes comme les nodules de Lisch, les gliomes du nerf optique, les neurofibromes plexiformes de la paupière supérieure ou encore les dysplasies de la grande aile du sphénoïde. En 2000, Yasunari et son équipe ont décrit des anomalies choroïdiennes seulement visibles en infrarouge. Donc le cas clinique est un homme de 33 ans qui consultait au départ pour une cicatrice maculaire de l'œil gauche. L'examen général au niveau neurologique et osseux était sans anomalie. En revanche, quelques taches caféolées étaient retrouvées a posteriori. Voici les rétinophotos avec l'OCT correspondant qui montrent au niveau de l'œil droit aucune anomalie et au niveau de l'œil gauche seulement la cicatrice maculaire. En revanche, quand on a pris ces OCT sur les photos, sur les clichés infrarouges, on a retrouvé plusieurs hyperréflectivités diffuses, surtout au niveau du pôle postérieur comme décrit par Yasunari. Au niveau de l'autofluorescence, il n'y avait strictement rien. Les deux autofluorescences bilatérales étaient normales. Au niveau de l'angiofluorescéine, elle était totalement normale. Et au niveau de l'ICG, on remarque des hypofluorescences qui correspondent aux tâches décrites auparavant, surtout en ICG précoce. Alors, ensuite, a posteriori, on a découvert aussi deux petits nodules aériens qui sont très peu visibles et qui donnent un doute sur les nodules de Lisch. Donc, on a essayé de décrire ces clichés et ces tâches au niveau de l'OCT en face tout d'abord, avec au niveau de la couche de Sattler, on remarque une correspondance assez bluffante entre les tâches et la choroïde sous-jacente. Au niveau de l'angio-OCT également, quand on se retrouve au niveau de la choriocapillaire, elle semble à peu près normale, et plus on s'éloigne de la membrane de Bruch, plus la correspondance avec les tâches est superposable. Là, on est environ à 100 microns, et plus on s'éloigne ensuite, plus la correspondance diminue. Les hypothèses physiopathologiques, donc il y a deux hypothèses qui sont avancées. Soit Rescaldani et son équipe en 1998 ont proposé des lobules choriocapillaires non perfusés de manière persistante. Et Yasunari et son équipe parlent plutôt de présence de tissus réfractifs dans la choroïde, sachant que histologiquement, ce qui a été décrit par Voltaire et son équipe en 1962, il y avait des nodules choroïdiens qui correspondaient à des proliférations de cellules de Schwann arrangées en cercles concentriques autour d'un axone. La conclusion, il faut savoir évoquer une neurofibromatose de type 1 si des signes cliniques évocateurs, mais également si visualisation de ces anomalies choroïdiennes. Le diagnostic reste cependant clinique. Une révision des critères diagnostiques est nécessaire pour ajouter ces nouveaux types d'anomalies. Et concernant ces anomalies, elles sont visibles en infrarouge et au temps précoce de l'ICG. Pour la première fois en OCT, en face et en angio-OCT. Et on les retrouve dans la couche de Sattler au niveau de la choroïde. Merci. À garder en souvenir que ces taches choroïdiennes peuvent effectivement évoquer une maladie systémique lorsque parfois ces cas ne sont pas aussi, les signes cliniques ne sont pas aussi fréquents. Ce qui est très intéressant, c'est ce que vous nous avez montré en OCT angio, qui montre bien que c'est choroïdien et non pas choriocapillaire, et que l'hypothèse initiale dont vous nous parliez dans vos conclusions ne sont pas validées par l'OCT angio. Au contraire, on voit très clairement la différence entre une bonne vascularisation des couches les plus internes de la choroïde et l'apparition d'une trouble circulatoire dans les couches de Haller, c'est-à-dire là où se trouvent les gros vaisseaux choroïdiens. C'est un apport net, clair de l'OCT angiographie dont je vous remercie. D'autres commentaires
Ce cas est assez exceptionnel et fait preuve du sens clinique de cette équipe qui a su reconnaître et faire le diagnostic, qui n'est pas évident. Il faudra qu'on garde ça dans nos mémoires. Pas d'autres commentaires. Eh bien, on vous félicite et on vous remercie.